Ok, du coup, bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux à ce café débat du coup de atelier du groupe Changer les formations engagées. Donc pour cet atelier, on a pour le coup deux invités du mouvement pour un réveil écologique, qui sont donc Carole et Nicolas, qui vont nous présenter un peu les actions qu'ils ont entreprises depuis notamment le manifeste écologique qui avait fait beaucoup de bruit il y a 2 ans de ça, je crois maintenant. Et du coup, ils vont nous présenter leurs actions, leur programme pour la suite, quelles sont les limites qu'ils ont entrevues déjà à leurs actions. Et l'idée sera d'avoir un temps d'échange interactif au fur et à mesure de l'avancée de cette présentation euh, avec, avec eux, du coup, et tous ensemble. Et l'idée étant qu'on débatte un petit peu sur quelles sont les meilleures stratégies, le mieux étant de parler au pluriel plus qu'au singulier, parce que chaque école a ses particularités, bien évidemment. Mais voilà, comment discuter des meilleures stratégies pour essayer de faire évoluer les formations dans son établissement. Donc, je pense que je vais laisser tout de suite la parole à Carole et à Nicolas qui vont pouvoir nous présenter un peu plus en détail leurs actions. Et allez, je vous laisse la parole, est à vous. Parfait. Merci. Je commence juste pour me présenter et après je laisse la parole à Carole pour un petit bout de temps. Moi, c'est Nicolas Graff. Je suis étudiant maintenant en année de césure entre la 2e et la 3e année à l'école des Ponts, dans le collectif pour un réveil écologique depuis à peu près 1 an, principalement sur des questions liées à l'enseignement supérieur. Et j'ai déjà un tout petit peu interagi avec ingénieurs engagés il y a un petit bout de temps. Et je suis ravi de faire cette table ronde aujourd'hui. Et donc pour me présenter aussi, je m'appelle Carole Meffre. Alors je suis pas dans une école d'ingé, je suis en fait à Sciences Po, et je suis dans le collectif depuis une petite année aussi. Pareil, principalement sur les questions d'enseignement supérieur et de formation. Donc voilà, donc je suis aussi très contente de pouvoir participer à ce café débat. Alors peut-être pour commencer, pour se rafraîchir la mémoire, le collectif Point Réveil écologique, il est né d'un manifeste qui avait été publié en septembre 2018. C'était le manifeste étudiant pour un réveil écologique. Et en 2 mots, il rappelle l'urgence environnementale et l'insuffisance des actions qui sont menées pour y répondre. Et donc c'est une sorte d'appel qui affirme la détermination des étudiants à changer un système économique dans lequel ils ne croient plus en fait. Et ils souhaitent travailler pour des entreprises qui ne mettent pas au cœur stratégie, ils ne souhaitent pas travailler pour des entreprises qui ne mettent pas au cœur de leur stratégie des logiques environnementales. Et plus concrètement, on a donc 2 volets. Un volet entreprise, donc tout ce qui est lié au débouché après les études, et un premier volet donc en amont sur l'enseignement supérieur, donc toute la formation qu'on peut avoir au sein de nos études. Et donc c'est sur ce sujet qu'on travaille avec Nicolas. Le manifeste, il avait été signé par 32 000 étudiants qui sont issus de 400 établissements distincts. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une attente qui est de plus en plus forte dans les écoles d'ingénieurs, mais en dehors aussi. Il y a des associations étudiantes environnementales qui se montent. Il y a beaucoup en fait de projets, mais qui relèvent plutôt d'une envie de sensibilisation des étudiants plus qu'une véritable formation. C'était un peu le premier constat qu'on avait fait. Par exemple, ce qu'on remarque, c'est que dans de plus en plus d'écoles, il y a des cycles de conférences qui sont organisés, il y a plein de petites choses qui sont un peu à côté de la formation, qui sont mises en place. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait comme constat il y a 2 années maintenant. Et aussi, ce qu'on constate, c'est que le changement vient principalement des étudiants et poussé par les étudiants et pas forcément par les établissements eux-mêmes. Donc c'est pour ça en fait que le collectif essaie de s'engager sur ces sujets. Et pour ça, en fait, on a essayé de mettre en place une plateforme, donc la plateforme enseignement pour un réveil écologique que vous pouvez retrouver en ligne. Je vais peut-être mettre le lien. Pour essayer en fait de comparer toutes les approches qu'on peut avoir au sein de nos écoles.
parce que ce qu'on a remarqué aussi, c'est que donc chaque école a ses spécificités, mais essaye d'avancer de son côté, les étudiants aussi. Et donc ce qui manque, c'est un peu le partage d'expériences, les retours d'expériences entre des établissements, pour essayer de changer les formations et aller un peu au-delà d'une simple sensibilisation qui est souvent ponctuelle ou vraiment partielle uniquement, on va dire. Et donc on a essayé de mettre en place des ressources, des fiches pratiques, des ressources d'expérience et un espace d'échange entre étudiants. Et tout ça, c'est donc sur la plateforme Réveiller sa formation. Et donc suite à tous ces échanges avec les établissements, on a gardé contact quand même avec un certain nombre d'établissements. On a mis en place un guide donc, qui est en 5 points. C'est un peu 5 points névralgiques qu'on a identifiés pour pouvoir essayer d'amorcer une transition de l'enseignement dans son établissement. Je ne sais pas si vous avez des questions jusque-là. Mais pour résumer en clair, les 5 points, c'est d'abord créer une équipe au sein de son établissement, donc pas être un étudiant isolé potentiellement. Ça peut être le cas entrer dans le cadre d'une association ou un groupe de promo, ça peut faire partie d'un BDE aussi, par exemple. Donc créer une équipe et un cadre de travail. Un autre volet qui suit, c'est l'interaction avec l'ensemble des acteurs de l'établissement. Donc ça peut être évidemment l'ensemble des autres étudiants, les enseignants-chercheurs, les membres de l'administration aussi et les alumni sinon. Un autre volet ensuite, ce qui est fait, c'est de dresser un état des lieux des formations. Donc comprendre l'architecture en tant que telle des formations, recenser les cours qui traitent déjà des thématiques d'enjeux environnementaux, de près ou de loin. Ce qu'on veut poser surtout, c'est la question de la cohérence de la formation, parce que très souvent, les enseignements qui portent sur la transition écologique sont principalement dans des masters spécialisés, dans des cours électifs, des cours optionnels, des choses comme ça. Donc, il n'y a pas forcément de cours obligatoires ou de majeur qui est lié à la transition écologique. Et un levier pour ça qu'on a identifié, et on a eu pas mal de retours d'expérience sur ce sujet, c'est de rencontrer des professeurs, des membres de l'administration, de prendre contact avec eux. Je pense que ça a peut-être déjà été fait dans les établissements dans lesquels vous faites partie, pour avoir leur soutien. Et c'est un des principaux leviers, en fait. Et sinon, donc un quatrième point, c'est proposer des nouveaux enseignements. Donc c'est des cours, donc c'est un reformatage des maquettes pédagogiques qui peut être proposé, donc évidemment en lien avec l'administration universitaire. Et après, ce qui peut être fait, c'est pas mal de choses à la marge, on va dire. Donc évidemment, organiser des conférences. Selon les écoles, il y a aussi des projets d'études qui sont organisés ou des projets collectifs, donc ça peut être aussi un levier. Et sinon, toute la vie de campus, mais ça, c'est quelque chose où on a remarqué qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont faites. Et sinon, c'est assurer en fait un suivi de tous ces changements. Donc, par exemple, agir non seulement sur la formation, mais potentiellement aussi sur la gouvernance même de l'école. L'idée, c'est de créer une sorte de comité environnemental. Ça a été fait dans quelques écoles d'ingé, qui remet autour d'une même table des membres de l'administration, des profs, des élèves, et qui doit donner un peu un cadre fixe à cette revue des maquettes pédagogiques et aussi à la mise en place de nouveaux enseignements, avec des projets à court, à moyen et à long terme, et avec aussi surtout un levier d'évaluation, parce que ce qu'on remarque, c'est que dans pas mal d'écoles aussi, il y a peut-être un prof qui va essayer de monter un cours, mais c'est encore un cours qui a une durée de vie qui est trop courte, donc qui souffre de certaines faiblesses. Et c'est aussi un peu tout l'enjeu. Donc sur la plateforme enseignement pour un rêve écologique, on a aussi un ensemble de retours d'expérience. Et en école d'ingé, on a les mines Saint-Étienne, on a Centrale Nantes, on a l'école polytechnique, Grenoble INP, l'ENSTA Paris, l'UTC, l'INSA Lyon et aussi Centrale Lyon. Donc si jamais vous voulez aller regarder, c'est assez pratique. Donc c'est toujours en fait, c'est structuré avec ces 5 points qu'on a identifiés. Donc le fait de former une équipe, d'interagir avec les acteurs de son établissement, de dresser un état des lieux des formations, de proposer des nouveaux enseignements et d'assurer la mise en place et le suivi de tous ces changements-là, ce qui est un petit peu le point névralgique à chaque fois.
Et donc à chaque fois, il y a en fait, il y a un retour d'expérience de la part d'étudiants de ces écoles. Donc on essaie d'avoir en fait, de mettre à disposition le plus de ressources possible, même si évidemment chaque école a ses spécificités. Et la conclusion qu'on fait maintenant, c'est que très souvent, quand les écoles font des revues des enseignements existants, c'est toujours ces enseignements optionnels. Ça peut être une fresque pour le climat qui est organisée en début d'année, des choses comme ça. Mais il y a très très rarement en fait de cours qui est un cours fondamental proposé en première année de manière obligatoire, bien crédité, adressé à l'ensemble des élèves. Ça, c'est vraiment des choses qui manquent et qui sont un peu en construction. Et un levier aussi, c'est que il faut qu'en fait toute cette transition, elle soit intégrée dans la gouvernance de l'école. Et ça, c'est aussi un petit peu une garantie d'efficacité de ces changements. Sinon, il y a seulement des comités de pilotage qui sont parfois un peu à la marge. Tout dépend du statut qui leur sont donnés. Mais le but, c'est que ça soit vraiment contrôlé et que les étudiants puissent vraiment continuer à être force de proposition. Je ne sais pas si vous avez des remarques déjà sur tous ces aspects-là. Ou je sais pas, Nicolas, si tu veux compléter. Ouais, juste pour compléter rapidement, en fait, sur ce que on pense être les quelques facteurs de succès qui ont fait que dans pas mal d'écoles, en fait, essayer de réfléchir sur ces points-là, ça a pas mal aidé les étudiants qui ont essayé de mettre ça en place. Il y a d'abord le point de construire une stratégie qui est un peu basée sur un diagnostic et pas uniquement sur des idées floues. Une stratégie, ça relève un peu d'un diagnostic de savoir dans quelle direction on va et d'entreprendre des premiers pas. Et c'est un peu la manière dont on a essayé d'aborder ce guide-là. On a l'impression que c'est un des points forts spécifiquement de ce qu'on a proposé dans ce kit-là. Une autre des choses importantes et qui nous semble essentielle pour essayer de mener un changement effectif ambitieux, c'est d'impliquer l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les professeurs, le côté administration, le côté direction de l'établissement et pas uniquement des étudiants. Même si en fait les étudiants, c'est ceux qui permettent, c'est l'étincelle à l'origine du feu. Et que pour impliquer l'ensemble des parties prenantes, d'une certaine manière, en fait, il faut montrer une forme de sérieux. On pourra y revenir si vous voulez. Un petit point que j'ai noté aussi pendant ton intervention, Carole, c'était que utiliser ces points forts d'étudiants, ce qui peut être une forme de naïveté, ce qui peut être une forme d'arrogance, ce qui peut les formes de garantie qu'on a de par notre statut d'étudiant fait qu'on a un peu un statut un peu particulier et qu'on peut avoir une certaine position vis-à-vis de l'école. Et notamment une des choses qui potentiellement a pas mal aidé dans l'ensemble des discussions qu'il y a eu, c'est montrer une certaine forme d'incompréhension, voire de jouer sur l'image de l'école pour faire avancer ces idées en parlant à la gouvernance de l'établissement. C'était juste quelques points comme ça. Mais avant de passer sur une partie peut-être un peu plus critique, un peu plus qu'est-ce qui manque là-dedans, un peu plus qu'est-ce qui est plus récent, qu'est-ce qui est plus pertinent. C'est une partie, je ne sais pas s'il y a des points pas clairs, des points qui sont reliés à vos expériences personnelles dans vos écoles, n'hésitez pas. Moi, j'ai pas très bien compris ce que tu voulais dire par l'impact de la position des élèves par rapport, de ce que tu disais exactement par rapport à ça. Ouais. Ce que je dis en fait, c'est qu'en fait, en tant qu'étudiant, c'est normal de pas avoir à se comporter comme quelqu'un qui est au courant de tout et en fait, c'est pas ce qui est attendu de vous non plus. Avoir une certaine forme je vais pas dire d'arrogance, mais de montrer une forme d'incompréhension bien justifiée. Ça aide vraiment dans la manière dont les écoles peuvent comprendre ce que souhaitent leurs étudiants.
pour te donner un exemple peut-être plus concret, dire très ouvertement que c'est pas normal que on n'a pas été capable de m'enseigner ça pendant mes études alors que c'est un sujet majeur. Si c'est dit de la bonne manière, dans le sens aussi de pas frustrer ses interlocuteurs, faut pas se gêner en fait. C'était ça que j'entendais par là. D'accord. Ok, c'est beaucoup plus clair, merci. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. C'est le moment pour. Sinon, bah, j'en aurais une à la limite pour rebondir là-dessus. Tu parlais très justement là du message, de comment faire passer le message de l'évolution des formations. Tu as dit d'ailleurs très justement aussi, Nicolas, tout à l'heure qu'il est essentiel d'avoir une synergie entre étudiants et enseignants, administration. Est-ce qu'il y a dans les retours d'expérience que vous avez eus, est-ce qu'il y a des cas où justement cette relation entre les étudiants et les enseignants a été plus difficile à mettre en place? Est-ce qu'il y a eu des retours d'expérience d'école pour lesquels la réticence de l'établissement, de la direction vis-à-vis du changement était assez évidente? Et si oui, est-ce que les moyens de pression dont tu parlais ont-ils suffi, ou est-ce qu'il a fallu développer d'autres questions, enfin d'autres stratégies pour essayer justement de créer cette bascule? C'est une bonne question à laquelle je vais avoir une réponse incomplète. Je pense que ce qu'on a jusqu'à aujourd'hui à la plateforme ne permet pas d'avoir une vue complète de l'ensemble des difficultés qu'on peut rencontrer. Il y a quand même quelques trucs, il me semble, notamment du côté de l'école des mines de Saint-Étienne, où ça s'était pas forcément très bien passé parce que ça s'est fait sous forme d'une lettre ouverte qui, dans un premier temps, n'était pas nécessairement bien passé auprès de l'administration, ce qui me fait également penser à ce qui s'est passé du côté de Centrale Nantes, leur lettre ouverte, qui a eu également un peu le même effet, notamment sur le début. Après, une chose globalement que j'ai l'impression d'observer, c'est que ce qui se passe, c'est que souvent, ça aboutit à quelque chose parce que le constat du manque ne fait pas vraiment débat. J'ai l'impression que là où ça blesse plus, c'est concrètement qu'est-ce qu'on met en place, ou presque nécessairement, souvent ça diminue énormément en ambition par rapport à ce qui était souhaité. Pour compléter, peut-être, j'ai l'impression que de ce qu'on voit dans les retours d'expérience, c'est qu'il y a des blocages qui sont temporaires dans les prises de contact, mais qui sont toujours facteurs de ralentissement. Très souvent, les retours qu'on a, c'est des étudiants qui peinent à obtenir des rendez-vous avec les bonnes personnes. Enfin, c'est des choses tout bêtes, mais qui ralentissent clairement les discussions. C'est la difficulté à trouver le bon contact, parce que malheureusement, c'est très souvent une question de personnalité. Plus que de poste, c'est des personnes qui potentiellement sont très accessibles, mais en fait n'ont pas du tout envie de parler avec les étudiants de ces sujets. Et parfois, faut vraiment donner beaucoup d'énergie pour essayer de trouver la bonne personne. Donc ça, c'est un peu des blocages que je dirais, oui, un peu passagers. Donc c'est un peu au début de la démarche. Et par contre, on va dire les vrais blocages, c'est la difficulté à mettre en place peut-être un comité pérenne qui assure la mise en place des maquettes pédagogiques et aussi de la mise en œuvre de nouveaux cours. Et c'est la mise en place de ces instances, et notamment de qui compose ces instances, qui peut être plus compliqué. Mais après, ce qu'on a toujours sur la plateforme, c'est on a pas mal de ressources en fait qu'on propose qui sont issues de ces expériences, avec par exemple des tips pour mettre en place un comité écologique. On a même un argumentaire pour essayer d'associer les profs, les membres de l'administration universitaire ou de l'école. En fait, on a essayé de cartographier aussi les acteurs de l'enseignement supérieur. Il y a plein de petites choses comme ça. Ça dépend des établissements pour pouvoir savoir dans quelle mesure elles peuvent être utiles, mais
oui, on essaie d'avoir le plus possible des ressources qui permettent de répondre à tous ces freins-là, en espérant qu'elles soient utiles pour tout le monde. Il y a pas mal de questions de Nicolas que je viens de lire. Je peux essayer d'y répondre dans l'ordre, mais ça risque d'être un petit peu long. Sur la première question, je vais aller vite. La première question, c'est comment vos actions s'articulent-elles avec celles d'autres collectifs, Shift Project, ISF notamment, qui se positionnent également sur le changement des formations. Tout ce qui se déroule au niveau national, globalement, on est dedans, d'une manière ou d'une autre. Donc tout ce qui est des discussions avec le ministère, avec la CPU, la CGE, sur les groupes de travail au niveau des classements ou ce genre de choses, on est dedans. Quand il s'agit des questions dans les établissements sur le changement des formations, quand il s'agit des collectifs qui sont dans la coalition jeune, globalement, ils passent par nous, c'est-à-dire qu'ils se servent de notre plateforme pour essayer de... donc typiquement, ce qui va se passer, c'est que c'est des collectifs type Together for Earth, donc des associations d'associations ou le Noise, ce genre de choses, qui vont en interne faire des formations à partir de notre plateforme pour essayer de former les gens dans leurs établissements à monter en compétences pour pouvoir apporter des changements sur ces questions-là. Avec les autres collectifs ISF et ingénieurs engagés, globalement, en fait, on est en contact d'assez loin, mais on a mis en place, ces derniers mois, sur les 4-5 derniers mois, une interroga enseignement, donc qui consiste juste en gros d'une liste de mails et de réunions assez régulières, tous les un mois et demi, pour essayer de faire un peu le point sur qui avance comment. Pour le moment, on n'a pas eu énormément ingénieurs engagés ni ingénieurs sans frontières. C'est pas du tout un reproche. Hein. Jimmy fait très bien son boulot et à raison. Il y avait un besoin de voir un peu les retours d'expérience et tout ça. Je sais pas si tu veux si tu veux prendre la parole là-dessus, Jimmy. Avec ingénieurs sans frontières, c'est un peu exactement la même chose. Et justement, ce qu'on cherche à faire à travers cet interrogat enseignement, c'est d'essayer de mettre en place quelque chose qui permettrait de mettre en valeur de manière commune. Je lance ça comme ça en l'air et c'est pas du tout quelque chose qui a été décidé en interne, mais moi ça me dérangerait pas que la plateforme devienne une plateforme qui serve et qui ait potentiellement aussi les logos d'ingénieurs engagés et d'ingénieurs sans frontières s'il y a un accord sur le contenu et que potentiellement ça permette de rendre compte de la diversité des différentes expériences et des différentes choses qui ont été mises en place dans ce type-là aussi de collectif. Est-ce que c'est bon pour la première question, Nicolas? Peut-être pour le shift aussi, pareil. Peut-être que vous avez vu donc passer la grande étude qu'ils avaient faite et le rappel c'était une tribune aussi dans le JDD qui avait été signée par pas mal de directeurs d'établissements. Mais tout ça, effectivement, on est en lien et ça se complète pas mal, mine de rien. Donc c'est assez cool. Très bien. Et je vais relire la question 2 et je m'excuse pour ne pas avoir relu la première pour l'enregistrement. La deuxième question, c'est travaillez-vous également au contenu des formations? Et je vais également lire la troisième parce que je vais répondre aux deux en même temps. Et pour relier les deux questions ci-dessus, pensez-vous que la dynamique actuelle s'oriente vers un message unique, package environnemental ou une multiplicité de cursus et de cours différents en fonction des écoles? On ne travaille pas spécifiquement au contenu des formations nous-mêmes pour des questions de temps et des questions de reconnaissance académique, entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui le font très bien dans leur laboratoire. Je pense par exemple au projet Fortes qui travaille typiquement là-dessus, en fait, sur le contenu de ce qu'on peut apporter dans les formations dans les écoles. Donc, si on y travaillait, à mon avis, ça ferait un peu doublon sur le contenu vraiment en tant que tel. On travaille par contre à essayer de mettre en lien les différentes formations via une initiative qui s'appelle les grandes écoles de la transition. Je vais y revenir un peu plus tard si vous voulez.
Est-ce qu'on s'oriente plus vers un package environnemental ou une multiplicité de cursus et de cours différents en fonction des écoles? Là, je vais avoir une réponse un peu plus élaborée. Pour moi, il y a plusieurs sujets en fait dans la question de la formation aux enjeux environnementaux. Il y a un premier sujet qui est de donner aux ingénieurs et typiquement en fait un peu à tout le monde qui sort de l'enseignement supérieur, la capacité de comprendre les problèmes environnementaux, les liens entre cela et avec les problèmes économiques et sociaux. Et ça pose une question de socle commun en fait, de tronc commun, de ce qu'on pourrait appeler d'une culture générale de la transition, et qui effectivement est pas très loin d'une forme de package environnemental, comme tu le dis, Nicolas, mais qui en fait est plus quelque chose qui permet de comprendre les débats que quelque chose qui permet d'avoir des connaissances pour mettre en pratique des choses pour la transition écologique. Il y a un deuxième sujet aussi, c'est la capacité, avec ces compétences, de pouvoir répondre à des problèmes liés à la transition écologique. Donc c'est ce que je disais, dans des métiers déjà existants, et typiquement le métier d'ingénieur, c'est un des métiers qui en fait partie. Ça pose des questions qu'on pense plutôt être des questions de compétences. En gros, ça c'est beaucoup plus spécifique en fait, même pas à l'école, mais en fait au département dans lequel on se trouve et au métier qu'on va faire plus tard. Et c'est un peu aussi ce qu'on essaye de faire passer dans les écoles, c'est de dire que c'est pas uniquement une question de juste faire une grande conférence liée aux enjeux environnementaux sur un demi-semestre une fois dans la formation. C'est aussi vraiment donner les outils aux personnes qui sortent de votre école pour que dans leur futur métier, ils puissent prendre en compte et mettre en place des changements dans son organisation pour répondre à des problèmes liés à la transition écologique. Ça, c'est par là que nous, on essaye d'aborder ce qu'on appelle les questions liées à l'approche par compétences. Pour revenir dessus, en gros, c'est un peu ce qu'on a tenté de faire à l'école des ponts. C'est au lieu de penser la question de finalement qu'est-ce que souhaitent les élèves, est-ce qu'ils seraient satisfaits avec juste un simple cycle de conférence, on s'est plutôt posé des questions liées à c'est quoi un ingénieur des ponts, pour avoir un tel ingénieur des ponts, quelles compétences on lui donne. Une fois qu'on a décidé quelles étaient ces compétences-là et quelles compétences ont passé dans le tronc commun de ce qu'était un ingénieur des ponts, on s'est posé des questions de quelles sont les modalités pédagogiques avec lesquelles on va pouvoir mettre en place ces compétences dans l'enseignement à l'école des ponts. Je pense que c'est une approche beaucoup plus complète et qui permet justement à la fois de prendre en compte les spécificités dans les formations et liées aux écoles, et à la fois de répondre aussi à la question de qu'est-ce qui est pertinent à mettre en place. Une autre raison pour laquelle je pense que c'est pertinent, c'est parce que ça force d'une certaine manière l'établissement lui-même à se poser des questions et pas juste à mettre en place un métatruc dans lequel il n'aurait pas du tout à s'impliquer. Et une des choses que je trouve importante dans ce genre de truc, c'est que ça force aussi les gens à se poser eux-mêmes les bonnes questions et pas uniquement remettre ça vers l'extérieur. Donc nous, c'est un peu l'approche, j'en retouche un mot un peu plus tard si vous le voulez, mais c'est ce type-là d'approche vers lequel on se dirige en termes de pensée dans le collectif. Est-ce que ça répond bien à tes questions, Nicolas? Et pour info, j'ai mis plein de liens là sur la chaîne Café Débat, Ouais. mentionnait Nicolas. Très bien. Et bien, si vous voulez,
Ouais, donc je disais, il y a plusieurs sujets. Il y a effectivement du coup la capacité à comprendre les problèmes environnementaux, et ça relève plus de ce qu'on pourrait appeler un socle commun. Il y a la capacité de faire changer les choses, et là ça répond plus aux compétences propres à l'ingénieur. À mon avis, il y a aussi un autre sujet, mais qui relève un peu moins de ce sur quoi nous on a un levier. C'est la capacité macro au niveau de l'État à former massivement sur les métiers de demain et à revaloriser certains métiers. Et qui donc relève beaucoup plus d'un niveau national de création et de destruction, de transfert d'emplois, finalement de capacité à faire muter l'économie. Et ça, c'est pas du tout quelque chose sur lequel on a un levier direct dans nos établissements. Mais à mon avis, c'est un des troisièmes sujets sur lesquels qui constituent en gros les questions de formation, les questions liées à la fois à la formation et à la transition écologique. Et un des sujets également pour les étudiants aussi, c'est de se prémunir contre le turnover, de savoir faire des bonnes passations, de passer ce qu'on fait dans la gouvernance, et faire en sorte qu'il y ait des changements incrémentaux mais suivis et cohérents. Et ça, c'était le cinquième point de notre kit, mais qu'on ne met pas assez en avant, à mon avis. Voilà, je suis un peu en brainstorm là. S'il n'y a pas d'autres questions, mais Jimmy, peut-être que tu as plein de choses à dire. J'ai quelques autres trucs à dire aussi sur ce qui manque potentiellement dans ce que nous, on a proposé de mettre en place à travers ce kit-là et ce qu'on souhaite faire pour le futur. Bah, du coup, j'allais juste justement pousser un peu tout le monde à poser encore des questions s'il y en avait. Donc, je propose, à moins que ce soit un peu, ça fasse beaucoup d'infos d'un coup et que vous soyez un peu écrasé. Surtout, n'hésitez pas, pareil, à même, ne serait-ce que rééclaircir un point qui était peut-être pas assez clair pour vous. Enfin, voilà, n'hésitez pas, encore une fois, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Si ça vous intéresse aussi, je peux revenir rapidement sur ce qu'on a fait nous à l'école des ponts, qui n'est pas pour le moment à l'écrit nulle part, mais je peux faire un retour à l'oral si ça intéresse. En tout cas, voilà, à titre personnel, je suis preneur. Donc, si tu veux y aller, n'hésite pas. Très bien. Donc nous, à l'école des ponts, on a un peu la chance de dépendre du ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc globalement, en fait, niveau gouvernance et niveau réflexion, on partait déjà avec des bonnes bases, ce qui justement nous a permis d'aller plus loin que ce qu'on fait d'habitude dans les écoles. En gros, le diagnostic avait déjà été établi. Il avait été fait 2 ou 3 ans avant qu'on arrive. Donc il y avait déjà une bonne vision de qu'est-ce qu'on donne comme cours ou pas, sur quelles questions, est-ce que c'est cohérent ou pas. Et justement, à partir de ça, on a essayé de comprendre un peu ce que les élèves souhaitaient. Donc on a fait passer quelques questionnaires sur ces questions-là, on a mis en place un groupe de travail. Et on a travaillé en gros en tandem avec 2 groupes de travail, un propre à l'administration, qui fournissait donc un rapport à l'administration avec des gens, à la fois des profs, à la fois des gens dans l'administration de l'école et des étudiants. Alors plusieurs types d'étudiants, des étudiants qui faisaient la navette en gros entre notre groupe de travail étudiant et ce groupe-là de travail qui était plutôt mené par l'administration. Et quelques étudiants qu'on pourrait appeler pas frein, mais en fait c'était pour plutôt se garantir que ce qu'on proposait était pertinent et ne venait pas juste d'un délire de personnes engagées sur ces questions-là. Donc voilà, c'est la manière dont on a entrepris les choses.
On a fait quelques réunions pour se donner un peu une stratégie, nous, en tant qu'étudiants vis-à-vis de cet autre groupe de travail. Et globalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pas mal suivi l'autre groupe de travail parce que la manière dont ils souhaitaient faire les choses nous convenait plutôt bien. Et du coup, c'est ce que je prenais sur... c'est le point que je faisais tout à l'heure sur l'approche par compétences. Ça s'est vraiment déroulé en 8-9 réunions, un peu plus que ça, sur 7-8 mois, sur des questions vraiment de quels sont... qu'est-ce qu'on veut mettre en place à l'école des ponts et quelle image on veut donner aux futurs ingénieurs de l'école des ponts. Donc il y a vraiment cette image, cet intérêt-là de c'est quoi l'ingénieur qu'on sort de cette école. À partir de ça, une fois que globalement, alors là ça n'a pas été défini sur papier, hein, c'était globalement plus dans le dit que dans l'écrit, mais globalement on a réussi à se mettre d'accord sur ce point-là. On s'est posé vraiment les questions de pour faire en sorte pertinemment de sortir ce type-là d'ingénieur de l'école des ponts. Quelles sont les compétences que je dois lui apporter pour qu'il sache répondre en gros au sujet de société de demain, parce que c'était un peu le fil conducteur. Face à ça, on a mené un travail assez monstre de catégoriser, de lister plein de compétences qui potentiellement pouvaient rentrer là-dedans. Et ça a été un gros travail parce que il n'y avait pas de référence nationale sur ces sujets-là jusqu'à ce qu'on le fasse. Alors ça se fait dans plusieurs établissements aujourd'hui. Et je vais en reparler un tout petit peu plus tard aussi. Donc globalement, on a dressé cette liste, on en avait beaucoup, il y avait 80-90 ce qu'on appelle des learning outcomes dans ce contexte-là. Donc en gros, si vous voulez, quand un prof définit son cours, légalement, il est obligé de mettre qu'est-ce que j'apporte à mon étudiant, et on appelle ça des learning outcomes. Donc ça se déroule, c'est sur des petits points, et typiquement ce serait savoir faire ci ou savoir ceci. Et donc on avait une liste comme ça de 70-80 learning outcomes. À partir de ça, on a essayé de déterminer lesquels étaient les plus importants pour les rentrer dans le tronc commun. Et ça a été validé par tout le monde. Et derrière, on s'est posé les questions de ok, maintenant qu'on a cette liste-là de compétences qu'on veut faire entrer dans les enseignements, dans le tronc commun, comment on fait pour mettre en place des cours, comment on fait pour faire changer, pour faire changer les cours, pour en rajouter, pour en modifier, pour rattacher ça potentiellement à certains projets ou ce genre de trucs, pour faire en sorte que ces compétences-là soient acquises. Voilà, c'est un truc que je vais essayer de renseigner sur papier sur le prochain mois, et que je partagerai aussi d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, globalement, c'est comme ça qu'on a fait. Et l'avantage vraiment, c'est que du coup, ça pose les bonnes questions aux bonnes personnes, et derrière, ça force l'administration, la direction directement à se dire est-ce que cette proposition de modification de cours correspond bien à ce que moi je souhaite. Et en tout cas, pour le moment, ça se passe très bien du côté de la direction de l'école des ponts. Voilà pour ce type-là de retour. Très clairement, Nicolas, sur le risque du package environnemental, de mettre de côté tout ce qui est esprit critique et tout. Effectivement, c'est un gros risque, mais qui, si c'est bien fait, normalement ne devrait pas être trop présent, parce que justement, une
une des choses qui fait que les problématiques environnementales, c'est quelque chose de compliqué, c'est que justement, il faut avoir un certain esprit critique pour pouvoir comprendre ce qui s'y trame, comprendre les enjeux, comprendre un peu le jeu d'acteur et ce genre de choses. Et ça devrait faire partie d'un package environnemental, je crois. On ne peut pas juste rester sur un contenu technique. Je crois qu'il y a Laura qui est en train d'écrire, donc je pense qu'il y a une question. Voilà, ça y est, la question arrive. Donc, Laura qui nous pose cette question. Tu as dit que cette liste de compétences sera partagée prochainement. Est-ce qu'elle sera partagée sur le site Point Réveil écologique? Alors, c'est une bonne question. On a une ambition un peu plus grande, en fait, c'est de le faire au niveau national. C'est une des choses qu'on va essayer de lancer à la rentrée. Justement, d'essayer de mettre en place une grille assez large, pas spécifique à l'école des ponts, mais une grille assez large qui permette à chaque établissement, en gros, que le premier pas de cette approche par compétences soit fait, puisse être fait plus facilement. L'idée, c'est pas de donner un truc sur un plateau doré, parce que justement, ça pose des questions d'appropriation et de profondeur aussi de la réflexion qui est importante dans les écoles, qu'il faut avoir à mon avis pour pouvoir mettre quelque chose de pertinent dans son école. Donc il y a un juste milieu entre pré-mâcher le travail ou pas. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite faire au niveau national, de se dire que voilà, en fait, vous les établissements, vous mettez pas le dire comme ça parce que c'est pas ça l'objet, mais vous nous dites qu'il y a des freins parce que en fait vous savez pas comment mettre ça en place, vous savez pas comment relier ça à vos enseignements. Vous avez déjà l'impression de répondre aux questions des élèves avec votre cycle de conférence. Certes, mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est plus que donner une culture générale, c'est aussi donner les compétences pour pouvoir. Et là-dessus, justement, on vous donne une forme d'outil qui permet de faire le premier pas sur ces questions-là. Donc, globalement, nous, on a la nôtre à l'école des ponts. Il y en a d'autres qui sont en cours d'élaboration. Si je dis pas de bêtises, il y en a à l'INSA Lyon. Et dans une autre école aussi que j'ai un peu... je l'ai plus en tête, mais je sais qu'il y en a une autre. Donc l'idée, en gros, ce serait de partir en gros de ces trois trucs-là. Quelques organes nationales, probablement IE, ISF, voir si d'autres voudraient, potentiellement le BNI ou ce genre de trucs. Quelques représentants côté national, donc potentiellement le MESRI, potentiellement la CGE, pour justement se dire, voilà, on cherche à mettre en place ce type-là de référentiel parce qu'on pense que ça permet de répondre à certains types de ces questions-là. Est-ce que et globalement en fait l'enjeu d'avoir des acteurs publics avec nous, c'est d'avoir une certaine forme de garantie de sérieux auprès des écoles, qui n'est pas tout à fait garantie par le statut d'étudiant. Donc, pour résumer, elle sera partagée, certainement. Je sais pas trop comment je vais le faire encore aujourd'hui. Il faut que je vois s'il n'y a pas des questions de protection des données ou ce genre de trucs. Mais ce sera partagé effectivement et potentiellement ce sera porté au niveau national. Jimmy, je pense que tu disais quelque chose avant la question. Du coup, ouais, non, mais justement, j'allais faire la remarque qu'il y avait cette question qui allait arriver, donc aucun souci. Mais du coup, ouais, je vais rebondir sur un point que tu as évoqué tout à l'heure, à savoir la question du turnover groupe étudiant notamment. Ouais. Et j'aurais voulu savoir si du coup, vous aviez eu assez de recul au niveau des retours d'expérience que vous avez eu ou pas, ou est-ce que c'est encore un peu trop récent et c'est encore des suppositions sur comment s'y prendre pour
pour rendre le groupe étudiant pérenne? Alors, il y a deux choses un peu différentes dans ce que tu dis. Il y a d'abord un enjeu effectivement de pérennité de son groupe étudiant sur les questions de formation. Et qui là, à mon avis, peut pas vraiment faire l'économie d'une certaine implication de ses membres potentiellement sur 1, 2 ou 3 ans et faire des passations. Je crois du moins. Il y a ce qui a été mis en place en gros. Donc là, c'est disponible sur la plateforme enseignement, sur les retours d'expérience de l'école centrale de Nantes et sur les retours d'expérience de l'IX, donc l'école polytechnique. Il y a des contenus sur la mise en place d'un comité environnemental ou un comité écologique dans l'école. C'est ce que Carole disait tout à l'heure. Ce type-là de choses, en fait, implique en gros le responsable d'aider de l'école. S'il y a un responsable aussi d'aider lié aux questions de formation, un ou deux élèves et en gros un ou deux profs. Et a pour objectif, et c'est un peu la manière dont on l'a construit aussi à l'école des Ponts, donc chez nous on l'a fait aussi, mais il n'y avait pas encore le retour d'expérience non plus. Ce que ça implique en gros, c'est tous les ans de proposer, c'est ça, de proposer un contenu pour l'amélioration sur les questions environnementales de l'établissement, pas spécifiquement sur les questions de formation, mais ça peut être de manière large sur les questions liées au campus, sur les questions liées à la vie étudiante, par exemple. En gros, officialiser une démarche de revue, donc proposer un plan, et ce comité-là, en fait, se réunit 3 ou 4 fois par an, et est en charge du suivi et de la mise en place de ce plan. Ce plan-là, chez nous à l'école des Ponts, et il me semble que c'est pareil dans les deux autres écoles que j'ai citées, est présenté une fois au comité de direction de l'école. Et voilà, normalement, le truc, c'est que ça permet vraiment de faire rentrer dans la gouvernance le fait que c'est un sujet, qu'il faut qu'on s'améliore tous les ans, et d'y mettre une forme de pression étudiante aussi. Donc c'est pas spécifiquement lié aux questions de formation, ça permet de répondre aussi aux questions de formation. Mais voilà, en tout cas chez nous, c'est comme ça que ça a été construit. Je me permets de rebondir à la remarque de Nicolas. Là, sur les ODD, les objectifs de développement durable, un truc auquel on se heurte aussi peut-être en tant qu'étudiant, c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes attentes. C'est-à-dire que quand on réunit à mettre tous les acteurs autour de la table, l'administration universitaire, les professeurs, et qu'on commence un peu à parler du contenu et de la mise en œuvre, même si symboliquement l'administration universitaire ou par exemple oui, la gouvernance de l'école donne un peu un feu vert ou s'il y a des signaux positifs, ça ne veut pas dire que tout va aller de soi entre guillemets dans la mise en œuvre, et c'est là où en fait il faut entre guillemets s'accrocher. En tout cas, c'est ce qu'on a souvent remarqué, parce que souvent il n'y a pas la même perception des enjeux environnementaux. Il y a peut-être aussi un manque de formation à la fois de l'administration universitaire, à la fois des profs, et donc il y a un décalage, il y a un vrai décalage entre les attentes des étudiants en matière de formation et ce que peut proposer en fait l'administration universitaire. Avec par exemple, je sais qu'il y a des cours maintenant qu'on peut faire certifier objectifs de développement durable. Donc c'est un certificat qui est accolé au cours, mais ça ne veut pas dire que le cours, son contenu va changer foncièrement. Il y a des petites choses comme ça qui peuvent être faites, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à être force de proposition en tant qu'étudiant, proposer d'autres choses. Ouais, il y a souvent aussi beaucoup de cours en fait dont la recherche n'est pas forcément des plus actuelles. Donc c'est un truc sur lequel il faut quand même rester attentif, je pense. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup?
Je vois que Nicolas est en train d'écrire. Ouais. Ouais, c'est clair. Alors, si vous voulez, je peux continuer sur nos outils, ce qui manque un peu là-dedans, et ce qu'on essaierait potentiellement de mettre en place, si ça vous tente. Alors, je pense que tu peux y aller. Ouais. Très bien. Bon, on a eu une réflexion aussi sur un peu. Maintenant, on a sorti ce kit-là, on a ces outils-là, on sait que ça a pu aider tel ou tel étudiant dans telle ou telle école. Mais voilà, on s'est aussi posé des questions liées à qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on peut ajouter sur cette plateforme-là. Comme tu disais, Jimmy, il y a aussi un enjeu d'avoir un certain recul sur les solutions adoptées. Notamment, je pense que, bon, on l'a évoqué plusieurs fois, donc ça va peut-être sonner un peu répétition, mais le problème des amphis qui sont très généraux, souvent peu satisfaisants, qui correspondent pas nécessairement à tout le monde et qui font que... En tout cas, moi, j'ai l'impression que dans mon école, ça crée de la frustration plus qu'autre chose pour au moins un tiers, voire la moitié des élèves. Alors que c'est pas des problèmes de volonté, c'est vraiment des problèmes de ce format correspond pas du tout. Ce recul sur les problèmes liés au format des cours, à mon avis, est quelque chose qui est à essayer de construire un peu, parce que voilà, il y a des soucis potentiellement de manque de pertinence ou de prise en compte des spécificités liées à son école, à sa formation en particulier. Et que potentiellement, c'est pas. C'est bien en fait. Il faut, à mon avis, qu'il y ait d'une manière ou d'une autre, avec débat, hein, bien sûr, Nicolas, avec débat et avec possibilité de controverse ou ce genre de choses, une forme de socle commun, de tronc commun, de culture générale. Mais voilà, faut vraiment pas que l'établissement s'arrête là parce que ça permet pas de répondre complètement à ces questions-là. Un autre frein qu'on a remarqué aussi, c'était que on donnait des solutions pour les étudiants, mais pas nécessairement beaucoup pour les établissements. C'est pas nécessairement notre rôle, hein, d'ailleurs, de donner des solutions pour les établissements. On pense que ça l'est quand même un peu parce que on voit que parfois c'est eux qui bloquent et pas nous parce que c'est un saut dans l'inconnu. Il y a un manque de formation et de compétences chez les professeurs. Ils connaissent pas d'établissements ou de choses établies qui ont fait ce type-là ou ce type-là de modalités pédagogiques ou ce genre de choses. On pense qu'il y a un enjeu par là aussi. D'une manière ou d'une autre, essayer de rassurer et d'aider un peu les établissements parce que c'est comme tout, un établissement c'est pas monolithe. Hein. Il y a potentiellement des professeurs, des personnes dans l'administration qui sont ultra volontaires mais qui juste savent pas trop comment avancer. J'y viens, Carole. Voilà. Ça, principalement, pour moi, c'est les deux manques qu'on avait là-dedans. Je sais pas si, Carole, t'en as un ou plusieurs à rajouter. Non, là, je crois que ouais, j'ai pas d'autres Ok, très bien. éléments, je pense, pour le moment. Donc, justement, en fait, pour essayer de répondre à ces deux ou trois gros manques qu'on a dans ce kit-là et pour essayer, en fait, de continuer à essayer de faire en sorte que ces questions-là soient mieux prises en compte dans les formations, dans les établissements, pour les étudiants, on a essayé de mettre en place plusieurs choses. Je sais pas si vous avez vu passer, j'avais balancé quelques messages sur votre Discord quand on avait sorti le grand baromètre. Peut-être que Carole, tu veux le présenter, sinon j'y vais. Vas-y, t'inquiète. Donc le grand baromètre, c'est un questionnaire qu'on a établi
pas mal de retours différents sur globalement les questions liées à l'écologie dans son établissement. Donc ça recoupe pas que les questions de formation, mais ça recoupe également les questions liées à la vie de campus, à la vie étudiante, à la gouvernance de l'école, ce genre de choses. Avec comme objectif à peine caché derrière, mais de forcer les établissements à se poser les bonnes questions et potentiellement du coup de se rendre compte que ça va pas du tout dans ce qu'ils font pour le moment. Donc ça c'est un objectif qui était à peine caché. Ça a pu en frustrer quelques-uns, mais globalement ça a pas trop mal marché. Aujourd'hui on a une quarantaine de réponses qui sont aussi publiées d'ailleurs sur la même plateforme, mais ça va bouger d'ici la rentrée. Ce qu'on cherche à faire en fait avec ce grand baromètre là, c'est mettre en valeur en fait une pluralité de solutions possibles pour les écoles, pour une meilleure intégration de ces questions-là. On cherchait en fait d'une certaine manière à pouvoir justement, je vais dire prendre la température, mais en fait c'est plus prendre la pression dans les écoles, connaître un peu des choses sur lesquelles on serait passé à côté. Par exemple, je pense que la solution que je suis en train d'essayer de mettre en place, l'INSA Lyon, sur l'auto-formation des professeurs est potentiellement quelque chose d'hyper prometteur et que justement on peut essayer de mettre en valeur avec ce genre-là d'initiative. Donc voilà, aujourd'hui, ce que c'est le grand baromètre, c'est un ensemble de questionnaires qui permettent de voir un peu comment ça se passe dans telle ou telle école. On va essayer d'en faire deux types de synthèses différentes. Une type de synthèse vraiment plutôt ciblée établissement, pour dire voilà, il y a telle ou telle solution qui existe, tel ou tel établissement a fait ça, c'est une solution possible. Un peu d'audace, mettez-le en place, enfin sans le dire comme ça, mais c'est ça dans l'idée. Et un type plutôt ciblé étudiant, pour savoir si moi je suis dans telle école et que mon école répond ça ou ça à ce grand baromètre-là, où sont potentiellement mes leviers pour faire avancer les questions environnementales dans mon école à partir de ce diagnostic-là que l'école a fait elle-même. Donc voilà, c'est ce type-là de réponse qu'on va essayer d'apporter et potentiellement ça arriverait en octobre de cette année. Une autre des choses qu'on va essayer de mettre en place, c'est justement mettre à jour cette plateforme enseignement, ce kit, d'avoir de nouveaux retours d'expérience, de savoir quels sont les enseignements qu'on peut tirer des nouveaux retours de nos pairs. Il y a aussi un enjeu de mettre en valeur une pluralité d'initiatives aussi, parce qu'on s'est rendu compte que... alors on a eu la chance de faire ce truc-là avec 5 étapes assez vagues pour qu'elles puissent coller à énormément de choses. Et globalement, on pense que ces 5 choses-là, en fait, sont assez transversales pour pouvoir rentrer globalement dans ce qu'on appelle une stratégie pour l'enseignement dans sa formation. Mais il y a des vrais enjeux de mettre en avant une pluralité de pratiques, une pluralité de choses qui ont été faites pour justement montrer que il n'y a pas qu'une seule manière de faire et qu'il faut aussi adapter à son contexte local. Forcément, ça se passe pas pareil parce que c'est pas les mêmes personnes, parce que il y a pas le même passif, il y a pas les mêmes sous dans l'école. Donc le plus de retours qu'on peut avoir là-dessus, plus on essaiera de faire quelque chose de pertinent. Donc c'est ça, enrichi et plus pertinent. Et là-dessus, potentiellement, qu'on reviendra vers l'équipe d'ingénieurs engagés pour essayer de remettre en place, entre guillemets, un template amélioré, entre guillemets, de retour d'expérience pour qu'on puisse rapidement recueillir vos retours d'expérience, sachant que je les ai bien reçus. Mais pour nous, la question est un peu de simplifier les choses et d'essayer de faire rentrer ça dans un cadre qui nous aide à l'analyser. Donc c'est un dossier qui va arriver très vite. J'ai parlé rapidement des GT compétences, s'il y a encore des points flous là-dessus, je peux y revenir dessus. Une des choses que je vais
que j'avais oublié de signaler, c'était que ces GT compétences-là n'ont pas vocation à s'arrêter à la formation d'ingénieur. L'idée, en fait, c'est qu'on enchaîne sur le groupe de travail qui avait eu lieu avec le MESRI, donc le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, pour qu'on puisse dire en gros que ça, c'est l'étape suivante de ce groupe-là de travail et que c'est aussi ce qu'attendent les établissements, ou en tout cas pas ce qu'ils attendent, mais ce qui les aiderait à avancer sur ces questions-là. Et donc, ça ne s'arrête pas nécessairement à la formation d'ingénieur, mais c'est sur la formation d'ingénieur qu'on a le plus de pistes et les meilleures pistes jusqu'à aujourd'hui. Mais potentiellement, c'est quelque chose qui se ferait par grand type de formation. Voilà là-dessus. Les grandes écoles de la transition, j'en avais parlé. Les grandes écoles de la transition, c'est un truc qui a été pensé par Mathieu Dardaillon, qui est le cofondateur de Ticket for Change, qui est pas vraiment ni une entreprise ni une asso, c'est une SCOP, si je dis pas de bêtises, qui touche aux questions de formation très orientée action, très orientée ESS. Mais qui cette initiative vise pas mal du coup les questions de transition écologique. En gros, ce qu'elle vise, c'est de mettre en place une plateforme en ligne de mise en valeur des formations qui touchent aux questions environnementales. La mise en valeur de ces formations-là, en gros, ça permet justement d'avoir une certaine visibilité. Potentiellement derrière, et c'est l'objectif en fait, de pouvoir leur apporter un soutien financier. Pas nécessairement en débloquant de nouveaux fonds, mais aussi en redirigeant des fonds existants, dédiés à la formation continue, par exemple, pour donner vie à des insectes, des oiseaux, des poissons, pour les accompagner et leur permettre de former plus de personnes. Dans la nature, il y a aussi un enjeu de mise en réseau de ces formations-là. Je ne sais plus qui évoquait ça dans les questions, mais il me semble que ça avait popé. Avec les nouvelles technologies actuellement en développement, les labos et les multinationales industrielles garantie de la qualité des formations, potentiellement avec la mise en place d'un label ou ce genre de choses. D'organismes vivant sur Terre. Donc voilà, ça c'est les quelques idées qui sont derrière l'initiative des grandes écoles de la transition. Là où ça en est aujourd'hui, en gros, pour pas m'apesantir parce que c'est un peu moins lié à ce que concrètement on peut faire dans les écoles. Mais l'enjeu là-dessus, c'est d'embarquer en gros les ministères et les financements pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un soutien officiel et une garantie de la qualité des formations liées aux questions environnementales. Les questions liées à la qualité des formations, c'est une question en soi-même, un sujet hyper complexe. Qui, à mon avis, si on arrive à avancer comme on le veut sur les questions qu'on a évoquées là, sera l'un des prochains sujets potentiellement l'année prochaine sur ces questions-là. Et également, il y a la rentrée climat qui est organisée par la Fresque du climat et qui potentiellement est très intéressante. Je ne sais pas si vous avez déjà été contacté par les personnes de la Fresque du climat pour faire la rentrée climat dans votre établissement. Mais potentiellement, en fait, ça donne une première porte ouverte vers son administration, de dire que voilà, ça c'est une première bonne chose à faire. Ça a satisfait ou pas les étudiants. Si ça les a satisfaits, c'est une raison de plus pour enchaîner et proposer des choses plus pertinentes, plus liées à la formation, qui permettent de donner des compétences. Et potentiellement, au contraire, si ça n'a pas marché, c'est de dire que en fait, il faut quelque chose de plus complet. Bon, on peut trouver la bonne manière de tourner ça. Donc voilà. Ça, c'est un petit appel. C'est pas organisé par nous. Hein, je suis juste relais, mais la rentrée climat, c'est très bien. Pour avoir un premier pied pour ceux qui n'ont pas commencé. J'ai un peu fait le tour. Si vous avez des questions. Après, je ne sais pas si, Jimmy, on a des personnes pour parler de Formic et de l'Observatoire des formations.
Alors malheureusement, je suis pas sûr ici dans le public qu'on ait des gens qui soient d'ISF. Quel cas, ouais, l'Observatoire des formations, je suivais ça que depuis, suivi ça brièvement l'année dernière lorsque c'était Eduardo qui en était le référent, du moins qui s'occupait de gérer le réseau formique. À la limite, j'avais une question au niveau, juste pour revenir là-dessus, sur la formation éventuellement que pourraient suivre les enseignants euh, pour justement mieux former les étudiants après derrière. C'est une piste qui est apparue plusieurs fois dans nos retours d'expérience, nous, au niveau local, sur ingénieurs engagés. Est-ce que c'est quelque chose qui est revenu aussi dans vos retours d'expérience et si oui, est-ce qu'il y a eu des clés, est-ce qu'il y a des choses à savoir importantes au niveau de cette... Alors, c'est une grosse question sur laquelle moi, j'ai pas tous les éléments de réponse. Carole, je sais pas si tu veux compléter, si tu en as plus. Ce que j'ai comme piste là-dessus, c'est potentiellement le... Alors, il y a plusieurs choses, plusieurs approches. Du côté de l'ESSEC, donc c'est dans une école de commerce, c'est pas une école d'ingénieur. Mais ce qui a été mis en place, c'est une... donc ça, c'est fait par le Shift Project. Une refonte potentiellement d'une partie assez importante de la stratégie d'établissement avec le Shift Project et aussi sur les questions de formation. Donc, pour répondre à des questions, il me semble qu'ils évoquent aussi les questions de formation des professeurs à ces questions-là. Et donc, a priori, si je dis pas de bêtises, ce serait dispensé par le Shift. Donc, une formation pour les professeurs. Après, ça demande beaucoup de sous. Hein, c'est pas pour rien que c'est une école de commerce qui fait ça. Il y a également l'initiative là dont j'ai parlé tout à l'heure à l'INSA Lyon, qui concerne en gros de l'auto-formation par les professeurs, un peu auto-organisée, que je trouvais hyper prometteuse. Notamment parce que il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui sont pas loin les unes des autres, que potentiellement dans chaque école d'ingénieur on a une ou deux personnes qui connaissent bien ces sujets-là et qui seraient d'accord pour former partiellement leur pairs à telle ou telle question et sur la manière d'intégrer telle ou telle question ou pas dans leur enseignement. J'ai pas tous les détails là-dessus. Mais voilà, c'est du côté de l'INSA Lyon. Il y a des initiatives d'auto-formation des professeurs et ça a l'air de marcher plutôt pas mal. C'est une des choses que, comme j'ai dit, on va essayer de mettre en place, on va essayer de mettre en valeur dans le grand baromètre. Mais voilà, c'est une vraie question sur laquelle aujourd'hui les éléments de réponse sont encore peu nombreux. Pour rejoindre ce que vient de dire Nicolas, c'est vrai que c'est une chose qu'on a abordé dans le grand baromètre de la des profs et du corps enseignant de manière générale. Mais le problème, c'est que je pense qu'il y a quand même une réticence. Alors là, je parle d'expérience plutôt à Sciences Po. Je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres établissements, parce qu'il y a un peu ce côté, c'est les professeurs qui doivent former les élèves et c'est pas les professeurs qui doivent être eux-mêmes formés. En plus, même si c'est une formation continue, bon, c'est peut-être une vision un peu obtuse de la chose, mais par contre, les écoles sont plus partantes pour ce qui est de recruter des nouveaux profs avec potentiellement des nouveaux domaines de recherche plus axés sur la transition écologique. Donc peut-être que c'est sur ce côté, peut-être renouvellement du corps enseignant, diversification du recrutement dans l'administration universitaire qu'on peut être plus convaincant en tant qu'étudiant, peut-être. Après, c'est vraiment super ce que fait l'ESSEC sur cette question. Hein. Ils ont vraiment pensé cette transformation de manière assez systémique, aussi sur le plan de la gouvernance. Donc c'est vraiment super. J'ai passé outre la question de Nicolas tout à l'heure. Donc la question c'est: le collectif prêt est-il ouvert à la participation des personnes qui souhaiteraient participer par exemple à vos projets, et si oui, selon quelle modalité? Et peut-être que Carole serait plus intéressée que moi pour répondre à cette question. Oui, donc c'est complètement possible de pouvoir intégrer le collectif.
En fait, il y a plusieurs niveaux d'engagement, on va dire. Il y a les ambassadeurs de près, donc de Pour un réveil écologique. Il y a même des super ambassadeurs qui font le lien entre ce qui se passe au sein d'une école potentiellement et Pour un réveil écologique. Et on peut aussi complètement contribuer sur un projet précisément. Donc pour expliquer en 2 secondes, on a vraiment 2 gros pavés qui sont à la fois l'enseignement et le volet entreprise. Donc c'est un peu le cœur de nos actions. Mais il y a plein d'autres projets qui gravitent autour. Donc si jamais il y a un projet en particulier qui t'intéresse ou un domaine qui t'intéresse, n'hésite pas, c'est complètement possible. Aussi un warning que je mettrai quand même. C'est pas facile de rentrer dans ce collectif parce que il y a un passif énorme et les conversations, le Discord et tout, c'est assez monstrueux. Alors je sais pas comparer à Ingénieur engagé parce que j'ai l'impression que c'est monstrueux aussi. Mais c'est une des choses à garder en tête, je crois, que ne serait-ce que pour se familiariser avec l'objet, avec ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, les stratégies qu'on essaie d'adopter, ça prend beaucoup de temps. Donc ouais, si c'est juste sur un projet en particulier pour aider, je pense que ça se fait sans trop de problèmes. Donc à ce moment-là, à la limite, vous pouvez me considérer comme un interlocuteur. Je mettrai mon adresse mail, je la mets dans la conversation. Pour rejoindre le collectif vraiment en tant que personne, ouais, c'est dur, c'est compliqué. Faut être motivé, faut le dire comme ça. Mais on est très content aussi une fois qu'on l'a fait. On est un peu des deux. Je suis désolé d'être aussi flou. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Pour l'enregistrement, on va peut-être lire la Fedora, qui du coup est la personne qui est à la fois à ISF et ingénieur engagé, qui dit qu'elle aurait eu qu'elle peut pas vraiment être là pour le moment et qu'elle réécoutera et transmettra, et qui prépare du lourd pour 2020-2021. Donc potentiellement une prochaine autre table ronde ou quelque chose, peut-être du côté de l'interrogat enseignement à creuser. Pourquoi pas, ouais, je pense que c'est quelque chose qui peut se faire et qui est très intéressant d'organiser. D'ailleurs, puisque tu nous lances ce sujet, je ne sais pas si tu veux redire quelques mots sur l'interorga, peut-être très développé tout à l'heure, mais c'est un aspect qui peut être intéressant aussi de revenir, sur lequel il peut être intéressant de revenir, ne serait-ce que pour justement dire qu'il y a pas mal d'organisations qui sont concernées par la question de formation dans l'enseignement supérieur, même au-delà du spectre. Du coup, ça peut être intéressant. Je pense que tu as plus de billes que moi sur l'interorga. Si tu veux peut-être nous redire quelques mots dessus. Ouais, cool. Très bien. J'ai aucun document, donc ce sera pas exhaustif. Mais en gros, l'interorga enseignement, c'est un truc qui a été lancé par une toute première réunion en juin 2019 par mes prédécesseurs avec comme idée, voilà, d'identifier que ça c'était un sujet. Le rapport du Shift était sorti quelques mois auparavant. Donc on avait identifié que ça c'était un sujet, que potentiellement il y avait des choses à faire, que potentiellement il y avait plusieurs orgas qui étaient intéressés par faire des choses sur ces questions-là. Et donc la première chose qui a été faite, c'était en gros de faire un dossier juste qui permette de comprendre quel asso fait quoi sur quelle question. Ça c'est la première chose qui a été faite. Après ça a été enterré pendant un certain moment. On n'en a pas reparlé avant fin février 2020. Ou fin février 2020, on s'est dit, en fait, là, il y a énormément de choses. C'est un peu le réchaud de notre côté. On voit pas mal de trucs. On voit aussi pas mal d'orgas qui se lancent là-dessus sans savoir ce qui existe déjà. Et donc, on a décidé de relancer un peu ce truc-là. Donc,
ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé une Framalist sur lesquelles les gens des différentes orgas peuvent poster leur actualité et qui donc sont reçus par les gens des différentes orgas. Là-dessus, je vais peut-être essayer de vous trouver l'adresse, la mettre dans la conversation. Hop. Donc en s'inscrivant là-dessus, c'est possible de recevoir ces actualités-là. Il y a aussi des réunions qui passent de temps en temps. Le but des réunions, en gros, c'est que les différentes orgas puissent parler, voir quels sont les projets qui ont été qui sont en cours, qui sont pertinents et qui sont poussés par tel ou tel orga. Ça permet aussi de comprendre quel est l'écosystème dans lequel je me trouve, quels sont les trucs qui ont été prévus par tel ou tel orga. Et je trouve personnellement que ça aide beaucoup en fait à la stratégie et aussi à se placer intelligemment en fait pour éviter tout ce qui est doublon ou ce genre de choses. Donc voilà, la liste des orgas dans cet interrogat a été mise à jour. C'est moi qui l'avais fait. Si besoin, je peux vous la renvoyer. Jimmy, à toi de me dire. Oui, tu peux. Hein. Pas de souci là-dessus. Et sinon, en dehors de ça, les questions qui sont en réflexion aujourd'hui dans cet interrogat sont des questions liées en gros à la stratégie et aux besoins des différentes orgas, mais j'ai l'impression que c'est un peu ralenti par les vacances, pour le dire comme ça. Donc, alors je sais pas si on te l'a envoyé à toi, Jimmy, mais normalement on l'a envoyé via la mailing list. Les questions justement donc il y avait un questionnaire avec des questions et l'idée c'est qu'en fait il y a un groupe qui se charge de synthétiser tout ça et de proposer une stratégie et ensuite tel ou tel orga peut s'engager sur cette stratégie là ou pas en cohérence avec les autres. Là le gros sujet qui catalyse un peu les choses, c'est que de toute façon, il va y avoir la rentrée climat et que potentiellement, c'est quelque chose qui peut nous aider à pousser nos sujets. Parce que, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui va se faire dans potentiellement beaucoup d'établissements. Bon, après, il y a les consignes sanitaires et ça, on ne pourra rien si ça ne marche pas à cause de ça. Mais potentiellement, ça peut avoir un impact important. Donc, gros sujet, la rentrée climat. Et nous, on savait qu'on avait des problématiques liées à la mise à jour de la enseignement. Et là-dessus, pour les questions liées à la mise à jour de la plateforme enseignement, on sait qu'on a des questions liées à qu'est-ce qu'attendent les différentes orgas sur ces questions-là. Et ça, on sait qu'on peut pas le faire si on n'a pas d'autres orgas à qui on parle. Et c'était aussi, nous, un grand sujet qui a fait que on essaye de parler de plus en plus à plein d'associations différentes, notamment via cet interrogat. En tout cas, merci pour ces précisions, Nicolas. Du coup, il y a une question de Shadowkin sur le vocal. Y a-t-il une partie qui viserait à obtenir qu'on libère le temps des élèves, des profs et dans toute la chaîne de l'enseignement, y compris les personnels techniques ou administratifs dont la participation ne peut être négligée, afin que ce temps puisse se dédier à toutes ces réorientations? Si tu as des éléments de réponse, Jimmy, à cette question-là, ça m'intéresse aussi. Les miens seraient que c'est pas éviter la question. Hein. C'est juste que j'ai pas tout ce qui permettrait de donner une réponse satisfaisante à cette question-là. Ce qu'on a là-dessus, c'est que c'est une vraie question et potentiellement ça demande réellement de libérer du temps et de la place à côté. Typiquement, nous à l'école des ponts, ce qu'on a proposé comme enseignement
à faire entrer dans le tronc commun, ça rajoute 4 ECTS et demi dans la formation. Et du coup, ça demande de libérer 4 ECTS et demi à côté. Et on a fait valoir ça très clairement que voilà, si on veut donner cette image-là, si on va voir tel ingénieur qui sort de cette école demain, il faut aussi être capable de libérer du temps par ailleurs, parce que sinon ça va pas marcher. Donc nous, c'est un truc qu'on dit assez clairement. Pas nécessairement en tant que collectif, là c'était plus vraiment moi dans mon école. C'est vrai que c'est pas un sujet qu'on a directement abordé dans le collectif, et que ça vaut potentiellement le coup qu'on se la pose vraiment, parce que potentiellement c'est vraiment une des questions qui est bloquante dans ces groupes de travail et dans ces questions liées à l'évolution des enseignements. Merci de l'avoir soulevé en tout cas. Et pour compléter, oui, c'est effectivement une question qui est mais je pense qu'on a quand même le même constat, à la fois côté étudiant et côté prof ou administration universitaire. En tout cas, ce que j'ai pu voir quand on organise des tables rondes ou des choses comme ça, c'est que les membres de l'administration universitaire sont les premiers à refuser qu'en fait tous ces cours qui seraient sur la transition écologique soient des ajouts à la formation existante, pour éviter de surcharger les élèves. Enfin, très souvent, c'est un frein qu'ils identifient eux en premier, qu'ils mettent eux en premier sur la table. Mais après, une question de vraiment libérer un temps spécifique pour aider ou laisser tout simplement les étudiants libres de penser à des potentielles orientations. Ça, j'avoue que c'est un truc qu'on n'a pas forcément... enfin, une question qu'on ne s'est pas forcément posée comme ça, en tout cas. Mais c'est très intéressant. Bah, du coup, pour rebondir sur cette question, j'ajouterais que voilà, je vous rejoins sur ce point-là, du fait que les établissements sont plutôt réticents à libérer du temps pour justement de nouveaux cours et de nouveaux ECTS et compagnie. Ils ont même plutôt tendance à diminuer le volume horaire pour aussi des raisons budgétaires, et le tout en décalant et en faisant une séance de travail maison pour les étudiants. En tout cas, c'était le cas dans mon école à l'NC-Cube. Après, pour ce qui est donc d'avoir des temps justement où élèves, profs pourraient échanger, ou éventuellement parler de formes de pédagogie un peu alternatives, soit via des méthodes d'éducation populaire ou des classes inversées. Je sais que c'est une thématique qui nous intéresse aussi pas mal, ingénieurs engagés. Et via le groupe formation, en tout cas, on se disait que une fois notre répertoire formation qu'on a moins bouclé, au moins en V1, l'idée c'était de savoir d'un côté si on pouvait, comment est-ce qu'on pouvait s'intégrer à la coalition interorga. Donc ça sera l'objet de prochaines réunions avec Point Réveil Écologie, entre autres. Et un autre aspect qui pourrait aussi être travaillé à l'avenir, et je pense que ça fait partie au moins d'un des groupes de travail de cet interorga aussi d'ailleurs, c'est de travailler justement sur de nouveaux cours, de nouveaux formats qui pourraient être proposés aux établissements, et voir comment est-ce qu'ils pourraient coller aux formations actuelles sans avoir à créer de nouvelles plages horaires ou de nouveaux créneaux. Je pense que c'est un aspect qui est intéressant. Là, du coup, j'en appelle pareil à Nicolas ou à Carole, à vos connaissances de l'interorga sur ce sujet. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été évoqué au niveau de l'interorga, les questions de pédagogie un peu différente, au-delà du contenu en... Pour le moment, ce qui se passe, c'est qu'on les conseille plus sur du procédural, sur de la manière de faire avec les établissements, que sur des questions de ce qu'il est pertinent ou pas de mettre dans les formations. Ce que je disais sur les GT compétences, à mon avis, reste pertinent dans ce cadre-là aussi. Dans la mesure où les modalités pédagogiques, il faut qu'elles... du moins, pour rentrer dans un certain cadre de pensée.
Ça, c'est une autre question de savoir si ce cadre de pensée-là est un bon cadre de pensée ou pas. Mais pour entrer dans le cadre de pensée dans lequel les écoles sont aujourd'hui, qui est celui de près ou de loin de l'approche par compétences, la question des modalités pédagogiques est liée à la question de qu'est-ce que tu veux leur donner, qu'est-ce que tu veux leur faire acquérir. Et dans ce cadre-là, ce qu'on peut faire potentiellement, notamment par exemple avec le grand baromètre, ça peut être une des manières dont on utilise cette synthèse-là, serait de mettre en avant différents types de modalités pédagogiques différentes qui ont été imaginées pour pouvoir mettre en place et permettre de faire acquérir des compétences sur ces questions-là. Il y a plusieurs pistes prometteuses, hein. C'est pas uniquement forcément des cours magistraux. Je pense notamment à un truc sur lequel 2 élèves du corps des mines sont en train de faire leur mémoire sur la manière et qui s'inspire de ce qui est fait à l'IMT d'Albi et qui en gros est une manière intelligente de faire un stage à ses étudiants en répondant à des problématiques de transition écologique des entreprises locales. Alors je sais plus si, à mon avis, c'est un stage court entre la fin de la première année et la deuxième année, quelque chose comme ça, qui n'est pas le stage IPEX, c'est un truc un peu différent. Il faudrait que je revérifie tout ça, que je recontacte un peu les personnes qui sont en train de bosser là-dessus. Mais potentiellement, tu vois qu'il y a des choses aussi à faire dans ces stages, et comme tu disais, les classes inversées, les tables rondes, potentiellement ce genre de choses. Donc oui, on va essayer de prêter attention à ça, de justement essayer de mettre en valeur différentes modalités pédagogiques, sans en faire une liste exhaustive parce que ça se limite pas à ce que nous on pourrait identifier potentiellement, mais plutôt avoir des éléments intéressants de réponse en fait, quelque chose de cette nature-là. Mais effectivement, comme je disais, pour le moment, c'est pas quelque chose qu'on a nécessairement beaucoup évoqué avec les différentes organes de la coalition. Après, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se font à côté, notamment certains types d'écoles un peu alternatives, entre guillemets, que ce soit du côté de l'Oumia ou du campus de la transition ou ce genre de choses. On sait que ce genre de formation-là existe. D'accord. Ben, merci à vous deux pour ces éclaircissements. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Quand tu dis qu'il faisait état de cette demande au niveau étudiant, Jimmy, Ouais. c'est la demande de formation de formation innovante, de nouveaux cours, de nouveaux formats, c'est ça? Alors, ouais. Alors, c'est lié au temps. Voilà, c'est ça. Pour le vocal, je vais détailler un petit peu, mais en gros, donc c'est un truc dans lequel j'ai en partie participé d'ailleurs à l'époque. C'est il y a 2 ans de ça, du coup, un peu plus, maintenant 2 ans et demi. Donc du coup, dans le groupe local d'ingénieurs engagés de Grenoble, INP et Polytech Grenoble, a été lancé en fait un sondage auprès de tous les étudiants du réseau d'ingé, du coup, leur ressenti sur leur formation et ce qu'ils espéraient comme amélioration, en particulier orientée sur les questions environnementales. Du coup. Et donc du coup, là, j'ai attaché en pièce jointe le récapitulatif qui a été fait école par école, en fait, en sachant que du coup, c'est un réseau qui regroupe 7 écoles en tout. Et du coup, voilà, les thématiques sont un peu diverses, mais globalement, il ressortait quand même qu'il y avait non seulement un manque de traitement des questions écologiques, mais que la question des formats était peut-être aussi à revoir. Alors, sans aller jusqu'aux classes inversées et au format d'éducation populaire, il y avait quand même en gros l'idée, et tu l'as aussi un peu évoqué tout à l'heure, que le format cours magistral, finalement, il est un peu, comment dire, il a du mal à
convaincre les étudiants d'y rester parce que, voilà, selon les cours, selon les profs, parfois c'est à la première séance, on te distribue le poly et après, et on répond aux questions nécessaires. Bon, ça, voilà, c'est bon. Après, c'est un format qui convient ou qui ne convient pas. Mais en gros, l'idée était de dire, de manière générale, d'avoir un peu plus de cas concrets, de séances de travaux sur justement des applications concrètes et qui permettent justement de creuser un peu plus en profondeur les différentes questions climatiques et les enjeux climat-énergie. Merci. Voilà, bon. Pour avoir bonne conscience, je fais un dernier tour au niveau des questions. Toujours personne. Du coup, j'ai pas spécialement de questions. Je ne sais pas si vous en avez, Carole, Nicolas. Moi, c'est bon, mais en tout cas, si jamais vous avez d'autres, n'hésitez pas, hein, vraiment que ce soit sur prêt ou sur le volet enseignement. Ouais, moi c'est un peu pareil. J'ai beaucoup parlé, j'ai dit beaucoup de choses, mais en tout cas, on tient à vous remercier là d'avoir fait ces quelques réunions, ce retour d'expérience, et j'espère que on pourra aussi un peu vous solliciter pour nous aider dans nos projets, notamment pour essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé dans telle ou telle différentes écoles. Bah, aucun souci de ce côté-là. En tout cas, moi aussi, bah, du coup, je vous remercie à tous les deux d'être venus pour cette activité, d'avoir pu vous libérer pour nous faire toute cette présentation et justement nous donner tous ces détails. Je sais que pour la suite, du coup, voilà, on en a un peu discuté en interne avec Nicolas. On devrait avoir d'autres rencontres entre enseignants engagés et prêts, potentiellement peut-être avec ISF aussi, sur justement la question de comment essayer de faire interagir justement au niveau des écoles d'ingé, comment essayer de faire bouger les formations, essayer de mettre aussi du coup en commun les retours d'expérience. Un peu ça, comment dire. Et voilà, j'ai pas d'autres remarques spécifiques à faire non plus. Donc merci également à tous celles et tous ceux qui sont venus ce soir assister à cet atelier. Puis voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres choses, vous pouvez toujours continuer à en discuter librement sur ce channel Café Débat ou plus tard sur Discord. Voilà. Pour ce qui est de la suite de l'université d'été, du coup, je crois que ce soir, on a un autre café débat à 20h30 sur le féminisme. Peut-être Nicolas ou Virgile, vous voulez en redire 2-3 mots en tant que orga beaucoup plus investi que moi dans cette UE. Non, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Ça va juste être un débat sur la place de l'homme dans la société, c'est tout. D'accord, ben merci en tout cas à toutes et tous encore une fois. Merci Carole, merci Nicolas pour votre présence et pour cette présentation. Et du coup, voilà, je pense qu'on peut officiellement clore cet atelier Changer les formations. Et du coup, je vous dis à une prochaine et à bientôt. Du coup, merci à toutes et à tous. Et puis voilà, pour ce qui est du groupe Changer les formations d'ingénieurs engagés, donc du coup, sur le Discord, on a une section comme les autres groupes thématiques. N'hésitez pas, normalement, il y a un canal général Changer les formations qui est accessible à tout le monde. Donc, si vous avez des questions sur le groupe, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, vous voudriez un peu connaître les infos et intégrer la mailing list, pareil, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis voilà, je crois que je m'arrête là-dessus. Du coup, merci à toutes et à tous et à très bientôt.